Bonjour, je m'appelle Jamila Dahmani, professeure à l'Université Ibn Tufayl au département de SVI. Alors, le cours d'aujourd'hui s'intitule Les méthodes d'étude de la végétation. L'objectif de ce cours est d'abord de prendre connaissance avec les méthodes d'étude de la végétation. Donc, trois méthodes doivent être étudiées, sont à étudier. La méthode phytosociologique, la méthode phytoécologique et la méthode phytodynamique. Nous allons surtout insister sur la méthode phytosociologique et la méthode phytodynamique. Alors, donc je vais vous dire pourquoi. Donc nous allons d'abord présenter un bref aperçu sur l'étude phytosociologique. Alors cette étude définit les associations végétales à partir d'une analyse floristique basée sur un inventaire exhaustif de la végétation. Alors un inventaire exhaustif est normalement le plus complet possible. Alors, l'étude phytosociologique détermine aussi les conditions écologiques où ces associations se trouvent. Elle étudie, donc cette étude se charge aussi d'étudier les relations entre les plantes, ceci dans un objectif, dans un autre objectif ceci dans l'objectif d'hiérarchiser les associations végétales, c'est-à-dire de les ordonner, de les mettre dans un système ordonné. Alors, l'étude phytoécologique, elle tente d'analyser les relations entre les espèces végétales et les facteurs du milieu. C'est une méthode qui se concentre sur l'explication du déterminisme écologique de la végétation. Donc, une végétation et donc la présence de la végétation dans une zone donnée est expliquée et en liaison avec les conditions du milieu. Donc, il est déterminé par les conditions du milieu. Alors, d'après Benabit, en 2000, en raison du manque de données suffisantes sur les facteurs du milieu, cette démarche, c'est-à-dire la démarche phytoécologique, n'a pas été efficace au Maroc et les résultats auxquels elle a abouti sont restés ponctuels. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que nous allions donc insister sur l'étude phytosociologique et l'étude phytodynamique. L'étude phytodynamique donc étudie les séries de végétation. Une série de végétation est l'ensemble des stades, c'est un ensemble de stades évolutifs finalement. Hein. Une série évolutive est un ensemble de stades évolutifs. Donc une série peut être progressive ou bien régressive. Donc quand elle est progressive, nous allons partir, donc on peut aller à partir d'un sol nu euh, qui serait donc colonisé petit à petit par des herbacées. Alors ces herbacées vont le rendre encore plus fertile, plus hospitalier, c'est-à-dire vis-à-vis de plantes encore plus exigeantes. Alors donc il sera alors colonisé par des plantes plus exigeantes, comme des arbustes par exemple. Ces arbustes vont enrichir le sol encore plus. Alors donc ce sol va pouvoir accueillir des espèces des plantes encore plus exigeantes comme des arbres. Donc là, on a une série évolutive progressive. Nous pouvons avoir l'inverse. Nous pouvons passer d'une formation forestière à un sol nu par une évolution régressive, une dégradation de la forêt. D'accord, donc une série évolutive est finalement une série de végétation est finalement un ensemble de stades. Normalement, ces stades vont conduire à un état d'équilibre qui s'appelle le climax. Donc on va parler de cela plus en détail après. Donc cette étude permet de se rendre compte de l'évolution de la végétation dans une station donnée. Donc les études phytosociologiques et phytodynamiques envisagent surtout la phytocénose. Ils envisagent d'abord la phytocénose. Donc l'étude de la phytocénose est réalisée en premier lieu. Mais ces études permettent aussi de fournir de précieuses indications sur le biotope, de mieux connaître et comprendre les relations qui lient la biocénose aux facteurs du milieu.
Alors, donc, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les associations végétales, et notamment celles qui représentent les climax, intègrent au mieux tous les facteurs écologiques. Tous les facteurs du milieu sont intégrés par ces associations végétales. Donc, elles deviennent une sorte de miroir. Une sorte de miroir vis-à-vis de ces facteurs elles reflètent. Hein, donc, les associations végétales vont refléter un peu ces facteurs écologiques. Alors, donc, alors, ces études sont utiles. Pourquoi sont utiles à quoi exactement? Elles sont utiles dans le sens où elles permettent la valorisation de la végétation à grande échelle, dans un objectif par exemple d'aménagement du territoire. Et pour réaliser un aménagement du territoire, par exemple, ou un aménagement d'une formation forestière donnée, hein. Nous voulons par exemple aménager une formation forestière et si nous voulons réussir cet aménagement, il est impératif de connaître les groupements végétaux qui se trouvent dans la zone. Alors, connaître les groupements végétaux qui se trouvent dans la zone et connaître donc leur histoire, hein, comment elles sont, donc quels sont les stades euh, alors, par lesquels ces groupements sont passés pour être ce qu'elles sont aujourd'hui dans la zone que nous étudions. Alors, toutes ces données vont optimiser ou donc elles vont permettre un aménagement rationnel, un aménagement donc objectif des espaces naturels et cultivés. Alors, nous donnons donc, si vous voulez, on donne un exemple. Donc, par exemple, le choix des essences de reboisement. Il pourrait être optimisé par les études phytosociologiques, phytoécologiques et phytodynamiques. C'est-à-dire, donc, par exemple, il faut connaître, faire une étude étudier la végétation donc, d'une zone donnée, hein, pour pouvoir choisir l'essence de reboisement qui va permettre de donner les meilleurs résultats, qui seraient donc euh, en équilibre avec les conditions du milieu et qui pourraient donner donc et qui pourraient réussir dans la zone. Alors, en fait, dans la majorité des cas, le critère adopté est d'ordre plutôt économique. C'est-à-dire que les essences à croissance rapide sont privilégiées, sont choisies en premier lieu. Elles sont donc, voilà, elles sont privilégiées, choisies en premier lieu si vous voulez. Donc, comme on donne l'exemple de l'eucalyptus, les acacias, dans la forêt de Marmora par exemple, hein, où les reboisements se font avec l'eucalyptus, les acacias, les pins, etc. Alors que normalement, les reboisements pourraient être plus efficaces à long terme avec le chêne-liège. Donc pour des reboisements adaptés au contexte marocain, il faut opter pour des essences ayant des aptitudes écologiques et dynamiques qui leur permettent d'être en équilibre stable et définitif avec le milieu. Ceci est facilité alors par les études phytosociologiques, phytoécologiques et phytodynamiques. Donc elles permettent un meilleur choix de l'essence de reboisement. Alors, on commence par l'étude phytosociologique. Elle est mise au point par Blanquet. Alors, elle s'appelle aussi méthode phytosociologique zuricho-montpelliéraine ou sigmatiste. Elle est basée sur le concept d'association végétale. Alors, je vous conseille de lire le Polycope en parallèle avec la visualisation de ces diapositives. Donc, nous allons ici donner quelques définitions de l'association végétale. Alors, donc, selon Blanquet, l'association végétale est un groupement végétal. Alors, tout à l'heure, on parlait de groupement végétal. D'accord? Donc, on parlait un peu plus, de manière un peu plus générale, de groupement végétal. Maintenant, nous allons commencer à distinguer l'association végétale, qui est un groupement végétal, plus ou moins stable et en équilibre avec le milieu ambiant.
Alors, ce groupement est caractérisé par une composition floristique déterminée dans laquelle certains éléments exclusifs ou à peu près, comme les espèces caractéristiques, révèlent par leur présence une écologie particulière et autonome. Ça, c'est la définition de Blanc-Banquet. Une autre définition est donnée par Guinochet. Alors, l'association végétale, d'après Guinochet, est une combinaison originale d'espèces dont certaines dites caractéristiques lui sont particulièrement liées, les autres étant qualifiées de compagnes. Deux concepts doivent être distingués, la taxonomie et la syntaxonomie. Alors, l'étude phytosociologique, elle aboutit à la syntaxonomie. Donc, je vous donne ces deux termes juste pour que vous puissiez connaître la différence entre la taxonomie et la syntaxonomie. Mais c'est finalement la syntaxonomie qui est l'objet de notre étude, de notre cours, hein, qui fait l'objet de notre cours aujourd'hui. C'est la syntaxonomie qui fait l'objet de notre cours aujourd'hui. Bon, la taxonomie, c'est la classification des êtres vivants. Vous connaissez la taxonomie, vous avez fait ça en S4 avec le professeur Zidane, donc la taxonomie des végétaux. Donc vous avez fait, je pense, donc voilà, vous avez fait les ptéridophytes, les gymnospermes et les angiospermes. Alors avec le professeur Zidane en floristique, dans le cours de floristique de S4. Alors donc voilà, la taxonomie c'est la classification des êtres vivants. La syntaxonomie c'est la classification des groupements végétaux. Et donc, pour pouvoir réaliser une syntaxonomie, il faut passer par des études phytosociologiques. Alors, on va donner quelques détails sur la taxonomie et la syntaxonomie, donc juste pour que vous puissiez voir les différences. Donc, en taxonomie, c'est l'individu qui est la réalité concrète de l'espèce. Donc, c'est-à-dire que ce que vous voyez, vous, par exemple, quand vous... la taxonomie, c'est une classification, mais c'est une notion un peu abstraite. Mais ce qui est concret en taxonomie, c'est l'individu. Donc c'est la réalité concrète, c'est ce qui est palpable, c'est ce qui se touche. On peut toucher l'individu, on peut le toucher, le, le- on peut arracher un arbre, par exemple un arbuste, on peut le casser, on peut l'arracher, on peut les brancher, etc. Donc ça, c'est l'individu. Mais l'espèce, c'est une notion abstraite, c'est une définition, en fait. C'est une notion tout à fait abstraite, hein, l'espèce. Donc, en taxonomie, l'individu est la réalité concrète de l'espèce. Donc, je vais essayer de prendre ici le stylet ou donc le pointeur laser, voilà. Donc voilà, en taxonomie, l'individu est la réalité concrète de l'espèce. Alors l'espèce, c'est l'unité élémentaire de la taxonomie. En syntaxonomie, par contre, qui est élaborée par la phytosociologie, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'individu d'association, étudié par le relevé, est le seul objet concret. Donc tout à l'heure, l'individu était la réalité concrète, était ce qui était concret en taxonomie, c'était l'individu. En taxonomie, ce qui est concret, c'est l'individu d'association, que nous allons définir par la suite. Alors cet individu d'association, il est étudié par le relevé. C'est le relevé qui permet donc d'étudier, qui permet donc, euh, voilà, d'étudier l'individu d'association. Et l'individu d'association, il est l'équivalent de l'individu en taxonomie. Donc l'individu d'association en syntaxonomie est l'équivalent de l'individu en taxonomie. Voilà, donc l'association végétale maintenant. Hein, donc c'est l'unité élémentaire de la phytosociologie ou bien de la syntaxonomie. Donc tout à l'heure, en taxonomie, on avait dit que l'espèce était l'unité élémentaire. Donc l'unité élémentaire, voilà. En syntaxonomie, c'est l'association végétale qui est l'unité élémentaire. Alors l'association végétale, unité élémentaire de la phytosociologie, est donc, comme l'espèce, un concept abstrait.
c'est une sorte de définition, hein. C'est pas quelque chose de concret, mais c'est abstrait. C'est pensé par l'homme, hein. Donc, ce concept abstrait, il se dégage d'un ensemble d'individus d'associations possédant en commun à peu près les mêmes caractères floristiques, statistiques, écologiques, dynamiques, chorologiques et historiques. Alors, bien sûr, donc je vous rappelle qu'en taxonomie, pour définir l'espèce, nous comparons des individus. Alors, les individus se ressemblent morphologiquement, génétiquement, morphologiquement, du point de vue moléculaire aussi maintenant, etc. Donc, ils se ressemblent et vont permettre de, donc à partir de ces individus qui vont se ressembler, on va définir une notion abstraite qui s'appelle l'espèce. Donc, de même pour les individus d'association, on va considérer plusieurs individus d'association qui vont posséder en commun à peu près les mêmes caractères floristiques, statistiques, écologiques, dynamiques, chorologiques et historiques. D'accord? Donc, une fois ces individus d'association possèdent en commun tous ces caractères, on va les considérer comme une association végétale. Donc, on va pouvoir définir une association végétale à partir de ces individus d'association qui vont se ressembler. Alors, les caractères floristiques, vous les connaissez, ça doit être une liste d'espèces, hein, donc une liste d'espèces qui se trouve dans tous les individus d'association. Alors, elle est constante dans tous les individus d'association, à peu près, hein, donc elle est à peu près constante dans tous les individus d'association. Alors, statistique, c'est-à-dire que nous devrions avoir une répétition, hein, de ces espèces, hein. Donc, c'est répétitif. Écologique, donc les caractères écologiques, voilà les caractères du milieu. Donc, les facteurs, euh, pardon, les facteurs climatiques et les facteurs édaphiques, par exemple, hein. Dynamique, donc c'est relatif à ce que nous avions dit tout à l'heure. Donc dynamique, relatif à ce que nous avions dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les individus d'association vont se ressembler par leur état dynamique. Donc état de conservation ou de dégradation, une formation herbacée, arbustive, arborescente, etc. Donc voilà, euh, etc. Bon, alors chorologique, c'est-à-dire distribution géographique, hein. Donc une même distribution géographique historique, donc ils sont passés par les mêmes stade évolutif et historique, hein. Même stade, donc ils sont passés par la même histoire un peu, donc la même, ont un même passé, hein. Donc si vous voulez, plus simplement, ils ont un même passé, une évolution similaire, si vous voulez. L'objectif donc de l'étude phytosociologique est de classer le chaos végétal. Alors, à l'origine, nous avions un chaos végétal, un désordre végétal. Alors, ce chaos végétal ou ce désordre végétal est classé, est ordonné par l'étude phytosociologique. Ceci en réunissant des parcelles de végétation identiques ou très semblables. Donc, voilà. Alors, c'est le concept de groupe, hein, qui permet de classer le chaos végétal. Ce chaos végétal est classé, est ordonné grâce à ce concept de groupe ou de groupement végétal. L'unité fondamentale abstraite de la végétation ainsi conçue est l'association. D'après Brown-Blanquet en 1952, c'était lui qui avait défini donc l'association végétale comme unité fondamentale abstraite de la végétation. La phytosociologie est donc la science des groupements végétaux, c'est-à-dire des syntaxons. Alors je vais reprendre à nouveau les stylés que je perds de temps en temps. Donc voilà, je suis arrivée à le reprendre. Donc la phytosociologie est la science des groupements végétaux, c'est-à-dire des syntaxons. Alors les syntaxons est définis par donc
la syntaxonomie. Les syntaxons sont finalement des groupements végétaux de différents rangs, d'accord? Mais le syntaxon qui correspond à l'unité élémentaire de la phytosociologie ou bien de la syntaxonomie s'appelle l'association végétale. Donc, il y a des syntaxons de rang supérieur à l'association végétale et il y a des syntaxons de rang inférieur à l'association végétale. Donc, cette science est finalement ordonnée en un système hiérarchisé où l'association est l'unité élémentaire. D'accord? C'est un système hiérarchisé, ordonné, où l'association est l'unité élémentaire. Le système comprend des unités de rang hiérarchique, donc progressivement plus élevées que l'association végétale. Il s'agit alors des alliances, les ordres, les classes et les divisions. Alors, le fondement méthodologique de la phytosociologie est le relevé de végétation. C'est-à-dire, donc, pour toute étude phytosociologique passe par la réalisation d'un relevé de végétation. Alors, nous allons ensuite, donc voilà, avant de définir donc le relevé, on va parler de la méthodologie phytosociologique. La méthodologie phytosociologique se base sur 2 étapes. Alors, elle comprend 2 étapes. L'étape analytique et l'étape synthétique. Une étape analytique, c'est l'étape du relevé phytosociologique. Donc, c'est-à-dire, donc là, c'est aller sur le terrain, déterminer, c'est-à-dire visualiser un peu, visualiser les individus d'association, se mettre à l'intérieur de l'individu d'association, effectuer un relevé phytosociologique. Alors, nous allons relever un grand nombre de relevés phytosociologiques selon, donc on va passer par un transect par exemple. Hein, donc, un transect, c'est un itinéraire que nous allons choisir. Par exemple, en fonction de l'altitude, on va monter, on va monter des altitudes, par exemple, les plus basses vers les altitudes les plus hautes. Donc, nous allons effectuer un transect, de bas en haut de la montagne. Alors, on va considérer dans ce transect le gradient altitudinal. Ça, c'est un exemple, hein. Alors, donc, au cours de cet itinéraire, nous allons passer par des individus d'associations différents. À chaque fois que nous tombons, donc, que nous passons par un individu d'association, nous effectuons un relevé phytosociologique. Alors, nous nous arrêtons, nous délimitons une zone, une surface, alors qui pourrait avoir donc on va parler de la superficie à considérer en fonction de la formation végétale par la suite. Donc donc la surface que nous allons délimiter, alors dans la surface que nous allons délimiter, nous allons effectuer un relevé. Donc cette surface correspond au relevé phytosociologique et nous allons donc noter toutes les plantes qui se trouvent dans la surface délimitée. Donc après, nous allons comparer ces relevés phytosociologiques. Nous allons les comparer. Alors pour les comparer, nous allons les mettre, les disposer dans des tableaux. Alors cela, donc la technique des tableaux correspond à l'étape synthétique. C'est une comparaison analytique des relevés par la technique des tableaux. C'est l'étape synthétique. Alors, on va plus détailler ces 2 étapes par la suite. Voilà, donc on commence par l'étape analytique. Alors, nous allons d'abord définir le relevé floristique, qui est, on a dit tout à l'heure, le relevé floristique était le fondement même de la méthodologie phytosociologique. Alors, ce relevé floristique est un inventaire floristique. C'est une liste d'espèces, d'accord? C'est un inventaire floristique qui est accompagné de de coefficients, donc de 2 types de données, quoi. Il est accompagné de coefficients quantitatifs et qualitatifs. Alors, les coefficients quantitatifs correspondent à
ce qu'on appelle l'abondance-dominance. Les coefficients qualitatifs correspondent à la sociabilité. D'accord, donc dans la prochaine diapositive, nous allons définir l'abondance-dominance et la sociabilité. D'accord, donc dans ce relevé floristique, nous allons euh, donc nous allons noter, voilà, nous allons noter les espèces trouvées avec les coefficients quantitatifs et qualitatifs, mais nous allons également noter quelques caractères écologiques ou bien quelques caractères relatifs au milieu, hein, à la topographie du milieu, au type de sol, le microclimat, l'influence anthroposogène, etc. Alors voilà un exemple de relevé floristique. Alors, donc le relevé floristique je vous ai donné le relevé floristique en fichier. Donc, je l'ai inséré dans Classroom, dans les fichiers attachés que j'ai mis sur Classroom. Bon, alors le relevé floristique, donc d'abord, il faut spécifier la localité. Le type de formation végétale, est-ce que c'est une cédraie, c'est une subérée, c'est un matoral à chêne vert, c'est un matoral à Pistacia atlantica, ou bien un matoral à Pistacia lentiscus, etc. On note l'altitude, c'est important. L'exposition, exposition nord, exposition sud, est, ouest, etc. Bon, alors la pente est également importante à noter dans le relevé floristique. Le substratum géologique. Et il faut noter la surface du relevé. Alors la surface du relevé, elle va varier, on va le voir par la suite, en fonction de la formation à étudier. Si nous sommes dans une formation, par exemple, végétale du milieu du milieu tropical, alors le relevé floristique devrait dépasser les 400 mètres carrés, hein, parce que c'est un milieu très riche en espèces. Normalement, chez nous, d'après le professeur Benabid, Allah yarhamou, il disait que le relevé floristique dans les forêts marocaines alors pouvait avoir 100 mètres de superficie et il pouvait être donc donc il pouvait contenir toutes les espèces de l'individu d'association. Il pouvait être représentatif, hein, du nombre d'espèces qui se trouvent dans l'individu d'association, hein, un relevé de 100 mètres carrés à peu près. Bon, alors il faut noter les espèces de la strate arborescente. Il faut les noter ici. Donc, par exemple, l'espèce 1, donc par exemple Quercus suber, hein, Pyrrhus marmorensis, hein, les deux espèces arborescentes de la forêt de Marmora, hein, quand elles sont donc dans la formation naturelle de forêt de Marmora. Donc, on pourrait l'individu d'association pourrait contenir le chêne-liège, Quercus suber, et le poirier de Marmora, Pyrrhus marmorensis. Alors, il faut noter à côté, hein, il faut noter donc, à côté, donc devant chaque espèce notée, il faut mettre l'abondance dominance et la sociabilité, hein, que nous mettons entre parenthèses, séparées par une virgule. Nous allons les voir par la suite, hein. Il ne faut pas oublier la hauteur de la formation végétale arborescente, le recouvrement de la formation végétale arborescente. Ici, la description préliminaire du sol, hein, si on peut le faire, ce serait vraiment formidable. Là, donc, on peut décrire le sol à zéro, donc en surface, à 10 cm de profondeur, à 20 cm de profondeur, à 30 cm de profondeur, etc. Donc là, ce serait une étude vraiment exhaustive, hein, une étude complète. Bon, la strate arbustive, donc on note toutes les espèces de la strate arbustive ici, avec, hein, les deux indices ou bien les deux coefficients.
que nous avions cité tout à l'heure, abondance, dominance et sociabilité. La hauteur et le recouvrement sont également importants à noter. Donc après, nous allons mettre, donc, je ne sais pas si j'ai, donc le relevé que je vous ai donné, il y a aussi la strate herbacée ici en bas. Hein, donc il faut relever également toutes les espèces de la strate herbacée. Donc voilà, c'est juste donc pour vous montrer comment on organise notre relevé floristique. Donc, pour aller sur le terrain, on fait des photocopies. Donc, on va photocopier ce relevé floristique, on va faire une centaine d'exemplaires, par exemple. Et nous allons donc, à chaque fois que nous sommes dans un individu d'association, on délimite un relevé et on remplit. Il suffit de remplir ce relevé floristique et ce n'est que au laboratoire, une fois nous revenons au laboratoire que nous allons donc procéder au dépouillement des relevés floristiques. On va voir les relevés qui se ressemblent, on va les mettre ensemble et les relevés qui se dissemblent, qui sont différents, on va les mettre séparés. Donc cela pour pouvoir euh, donc dresser le tableau, le premier tableau qui correspond au tableau brut. Voilà, le relevé doit être, donc un bon relevé doit être la fidèle transcription de l'individu concret d'association, de l'individu d'association. Alors, c'est-à-dire que une fois sur le terrain, il faut délimiter, il faut bien choisir son relevé et il faut faire donc il faut transcrire fidèlement l'individu d'association, c'est-à-dire toutes les espèces qui se trouvent dans l'individu d'association devraient être présentes, devraient être notées dans le relevé. Alors, c'est l'opération essentielle de l'analyse phytosociologique du tapis végétal. Donc, analyser phytosociologiquement le tapis végétal, d'accord, nécessite de faire un bon relevé floristique. Alors, de sa qualité, bien sûr, vont dépendre les interprétations syntaxonomiques. Même de sa qualité vont dépendre, donc quand on dit les interprétations syntaxonomiques, c'est-à-dire la définition des syntaxons. Hein, définir les syntaxons. Alors le choix, donc choisir et délimiter les emplacements des relevés phytosociologiques est comme on l'a dit tout à l'heure, est, est une affaire euh, nécessaire. Bien choisir et bien délimiter les emplacements des relevés phytosociologiques est nécessaire donc pour une bonne interprétation des syntaxons. Donc, pour bien choisir et bien délimiter les emplacements des relevés phytosociologiques, il faut éviter l'échantillonnage hasardeux. Nous n'allons pas travailler de manière hasardeuse, au hasard, non. On va suivre un itinéraire et on va, à chaque fois que nous allons nous trouver devant un individu d'association que nous considérons homogène, nous allons nous arrêter pour réaliser notre relevé phytosociologique. Donc il faut donc se situer à l'intérieur d'un élément représentatif du paysage considéré. Il ne faut pas se situer, par exemple, à la lisière d'une forêt, au bord d'une forêt, hein, au bord d'une formation végétale. Par exemple, entre un matorral et une formation forestière, entre une steppe et une formation et un matorral. Donc, il faut se mettre à l'intérieur de l'élément représentatif du paysage considéré, pas à sa lisière, pas à son bord, hein, pas à ses limites. Alors, il faut rechercher les conditions strictes d'homogénéité répétitive, d'accord? Donc, à l'intérieur de notre élément représentatif, donc il doit y avoir une certaine homogénéité répétitive. Cette homogénéité devrait être répétitive. Hein. Alors, on recherchait les conditions strictes d'homogénéité répétitive. Alors, de quoi? Des combinaisons floristiques et des caractères écologiques et dynamiques stationnels. Donc, ce que nous avons noté tout à l'heure, comme donc les espèces, donc la strate arborescente avec les espèces qui la constituent, la strate arbustive avec les espèces qui la constituent, la strate herbacée avec les espèces qui la constituent, les caractères écologiques relatifs, on a dit tout à l'heure, au sol, au substratum géologique, etc. Donc voilà, à
à la pente, à l'exposition, donc l'altitude, etc. Donc toutes ces, euh, tous ces caractères devraient être donc homogènes, hein, donc homogènes et répétitifs, d'accord, d'un individu d'association à un autre. D'accord, donc voilà. Éviter de multiplier les relevés au sein des stations analogues trop proches, hein, puisque ces stations se ressemblent. Ce n'est pas la peine de les échantillonner. Nous allons échantillonner seulement les stations qui sont donc différentes, d'accord, et loin. Donc voilà, pour déterminer la superficie du relevé, une méthode est souvent utilisée, c'est celle de l'aire minimale. Alors l'aire minimale, c'est une surface suffisamment grande pour contenir donc la quasi-totalité des espèces présentes sur l'individu d'association. C'est la définition de Guinochet, 1973, c'est sa définition de l'aire minimale. Alors, donc, comment évaluer ou bien déterminer cette aire minimale? Donc, le graphe suivant euh, montre comment donc est déterminer l'aire minimale. Bon, alors sur ce graphe, nous avons l'axe des abscisses avec la superficie de l'aire du relevé et l'axe des ordonnées avec le nombre d'espèces. Donc le nombre d'espèces augmente avec le nombre, avec l'augmentation de la superficie de l'aire du relevé. Alors cette augmentation, donc à un moment donné, donc voilà, nous avons, je vais chercher le stylet à nouveau. Voilà, donc le nombre d'espèces augmente avec l'augmentation de la superficie du relevé. À un moment donné, par exemple ici, nous avons le nombre d'espèces qui reste à peu près constant. Donc ce point-là correspond à ce point-là correspond à l'aire minimale. Donc cette aire minimale, c'est une aire qui est suffisamment grande pour contenir la quasi-totalité des espèces de l'individu d'association. Ici, dans un groupement prairial, cette superficie est de 50 mètres carrés. Elle varie en fonction des formations végétales à étudier. Donc voilà, donc ce point-là, c'est le début du palier et il correspond à 50 mètres carrés. C'est la superficie qui sera utilisée donc pour l'étude de la végétation dans le groupement prairial de la région de Mödling en Basse-Autriche. Alors l'aire minimale correspond au début du palier. Elle permet d'être assuré avec une forte probabilité d'avoir observé presque toutes les espèces du groupement. Les espèces de prairies et de pelouses, donc, peuvent être étudiées grâce à des relevés allant de 20 à 50 mètres carrés. Les groupements de matorral peuvent être étudiés grâce à des relevés allant de 50 à 100 mètres carrés. Et les groupements forestiers peuvent être étudiés grâce à des relevés qui vont de 100 à 400 mètres carrés. Alors 400 mètres carrés, c'est par exemple dans les forêts tropicales où la biodiversité est extraordinaire. Alors on va passer maintenant à ces coefficients dont on a parlé tout à l'heure. Les coefficients donc d'abondance dominante et de sociabilité. Donc chaque espèce dans le relevé est généralement accompagnée de deux coefficients, celui d'abondance dominance et le coefficient de sociabilité. Alors l'abondance dominance, c'est une estimation du nombre des individus de chaque espèce existant dans le relevé. Cela s'applique aux espèces rares dans le groupement et dont on peut compter les individus. Quand on dit abondance, cela s'applique surtout aux espèces qui sont rares et dont on peut compter le nombre d'individus. Mais quand le nombre d'individus est trop élevé et on ne peut pas compter, on ne peut pas compter le nombre d'individus, on va parler de dominance.
Alors, parfois, donc, il serait préférable, d'après certains auteurs, il serait préférable de nommer couverture, hein. La dominance est nommée couverture par certains auteurs. Et c'est une évaluation de la surface ici, hein, quand on ne peut pas compter le nombre d'individus, hein, ils sont trop élevés pour qu'on puisse les compter. Alors, nous allons procéder à l'évaluation de la surface ou du volume qu'occupent les individus de chaque espèce existant dans les relevés. C'est la surface couverte. Hein, donc voilà, en pratique, ces deux caractères sont appréciés selon une échelle mixte. L'échelle d'abondance dominante, donc on dit R, on note R quand les individus sont rares ou isolés. On note plus quand les individus sont peu abondants ou bien et à très faible recouvrement, abondant et à très faible recouvrement. On note 1 quand les individus sont assez abondants mais à faible recouvrement. 2, c'est quand les individus sont très abondants ou bien recouvrant moins de 1 vingtième de la surface. Donc, individus très abondants, quand par exemple nous avons des individus, des plantes herbacées, hein, ou de petits arbustes, d'accord? Ou recouvrant moins de 1 vingtième de la surface, quand ici, voilà, ou recouvrant moins de 1 vingtième de la surface, quand il s'agit de plantes arborescentes. Individus en nombre quelconque, recouvrant de 25 à 50% de la surface. 4, c'est individus en nombre quelconque, recouvrant de 50 à 75% de la surface. Et 5, individus en nombre quelconque, recouvrant plus de 75% de la surface. Donc voilà, donc c'est une estimation que nous faisons sur le terrain. Donc c'est l'expérience qui vous permet qui va vous faciliter, qui va faciliter la, le, le fait de ces estimations seront surtout facilitées par l'expérience, hein. Donc au début c'est un peu difficile de pouvoir faire ces estimations, mais après donc avec l'expérience cela devient automatique. La sociabilité, elle apprécie la façon dont sont disposés les uns par rapport aux autres les individus, ou bien les pousses, hein, des individus, d'une même espèce à l'intérieur d'une population donnée. Donc les individus peuvent être isolés, c'est-à-dire c'est un peu relatif au mode de dissémination des plantes et aussi à leur type biologique. Donc les graines, comment sont disséminées les graines, c'est la sociabilité, elle dépend de la manière dont sont disséminées les graines, dont sont dispersées les graines, mais également du type biologique, hein. Donc l'échelle de sociabilité, elle va de 1 à 5 également. Et donc cette échelle, donc le 1 correspond à des individus isolés, 2 c'est des individus en touffe, par exemple le doum, Camerops humilis, c'est des individus qui poussent en touffe. On peut aussi avoir des individus en groupe et cela correspond à l'échelle de sociabilité 3. Individus en colonie, c'est-à-dire donc un groupe un peu plus grand, c'est une colonie. Alors voilà, c'est l'échelle de sociabilité 4 et puis 5 pour les individus en peuplement. Alors si donc nous pouvons organiser une sortie sur le terrain, ce serait plus facile de visualiser tout cela. Ce serait mieux visualisé sur le terrain. Alors la vitalité, qu'il faut également noter, donc quand on va sur le terrain, on fait un relevé floristique, il faut noter également la vitalité. Alors qui concerne le degré de vigueur atteint par les différentes espèces et leur aptitude à réaliser leur cycle vital dans la station étudiée. Alors parfois les espèces sont donc dépérissantes. Par exemple, le chêne-liège dans la forêt de la Marmora, il est parfois, donc le degré de vigueur atteint par le chêne-liège dans certaines stations de la forêt de la Marmora est très, donc le degré de vigueur n'est pas très fort, n'est pas très bien, n'est pas très bon.
n'est pas très bon. Et donc, le chêne liège se trouve dans certaines stations de la forêt landois dans un état de dépérissement manifeste, dans un état de dépérissement grave même. Hein, donc voilà, donc parfois certaines espèces se trouvent dans un état de conservation important, hein, dans un état de bien-être important. Donc il faut noter le degré de vigueur atteint par les différentes espèces, ça se voit à leur, à leurs feuilles par exemple, est-ce que, que la plante soit bien portante ou en état de, ou mal conservée, donc hein, ça se voit à sa physionomie. Donc voilà. On peut reconnaître des espèces à vitalité bonne ou bien réduite. Hmm. Cette notion de vitalité est importante dans l'étude de la dynamique de l'association végétale. Hein. Donc voilà, merci.